Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur la radio Quartier des Ondes pour notre émission Conte à l'Ouest. C'est le moment d'écouter et de se laisser aller au voyage qu'inspirent les contes. Et aujourd'hui, Julie et Juliette qui sont là pour vous émerveiller. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous vous rencontrez aujourd'hui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais vous avez quand même travaillé sur une thématique commune, celle des animaux. À quoi s'attendre alors ? Où est-ce que vous allez nous emmener avec ces animaux afin de nous tenir en haleine ? Est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu, vous pensez, ou on garde la surprise ? On garde la surprise. Oh bah oui. Ok. Alors, qui souhaite commencer ? Je veux bien commencer. D'accord, ça marche. Bon, on t'écoute alors, Julie, pour le premier conte. Et je vous emmène dans la forêt de Zhuingshu, en Chine. Et là, l'animal qui règne en maître sur cette forêt, c'est le tigre. Tout le monde le sait dans la forêt d'ailleurs, parce que tous les animaux, que ce soit l'aigle, l'ours, les singes, les cacaotès, enfin tous les oiseaux et tous les animaux sur pattes savent bien que le roi de la forêt ici, c'est le tigre. Et d'ailleurs, surtout, le tigre, il ne faudrait surtout pas qu'il vous croise à ne rien faire. Parce que quand même, il y a un proverbe ici qui dit que celui qui n'est pas en train de labourer finira à déjeuner dans la gueule du tigre. Et il se trouve qu'un jour, en fait, un âne se promène et traverse la région. Et tout à coup, le brouillard se lève et l'âne perd la trace de son maître. Et il se retrouve perdu au milieu de la forêt. Et là, il tombe nez à nez sur le tigre. Et quand le tigre l'aperçoit, il n'a jamais vu un animal pareil. Et alors là, le tigre se met à sursauter et s'enfuit. Alors l'âne est surpris. C'est bien la première fois qu'il fait peur à quelqu'un. Et le lendemain, le tigre retourne voir ce drôle d'animal avec ses grandes oreilles. Et là, quand l'âne l'aperçoit, il sursaute à nouveau et il se met à braire. C'est automatique chez lui. Et là, le tigre, de nouveau, lui aussi est surpris et s'enfuit. C'est bien la seule fois où il fait aussi peur à un animal, l'âne. Donc il commence à prendre un peu, à bomber du torse. Moi, l'âne, je fais peur au tigre. Enfin, je ne sais pas très bien d'ailleurs à qui je fais peur parce que j'ai jamais vu de tigre, mais bon, je fais peur à un autre animal qui est pourtant bien plus gros que moi. Et donc, il continue son chemin et 3 jours passent. Et puis là, le tigre revient voir quand même qui est cet animal qui fait ce bruit étrange avec ses grandes oreilles, avec sa petite queue. Et là, il fait un saut à droite, un saut à gauche, et le tigre ne se laisse pas impressionner cette fois-ci. Et quand l'âne se met à braire, le tigre se met à rire. Et l'âne se met à braire tellement fort et tellement longtemps qu'il en a les yeux qui lui sortent de la tête. Et alors, le tigre, lui, ça le fait rire, ça le fait rire, ça le fait rire. L'âne, il ne supporte plus d'entendre ça. Alors, il se retourne et essaye de ruer, de donner un grand coup de patte au tigre. Mais le tigre, quand il voit ça, ça le fait rire encore plus fort. Quoi, tu n'es pas capable d'autre chose que ça et tu crois que tu vas m'impressionner ? Oh, tu m'as surpris 2 fois, mais cette fois-ci, tu m'y reprendras pas. Et quelques secondes plus tard, l'âne a terminé dans l'estomac du tigre. Oh. Bravo. Merci pour le conte. C'était, je sais pas comment faut que je le digère celui-ci. Faut que je le digère. Comme le tigre. C'est ça. C'est ça. Juliette, du coup tu suis ? Oui, moi je vous emmène
pas très très loin de la Chine, plutôt vers la Mongolie. Et il va être aussi question d'un âne, mais un âne sauvage, cette fois-ci. Une variété d'animal qui s'appelle les onagres. C'est un petit âne sauvage. Et c'est l'histoire de onagres, de corbeaux et de loups. Ils sont tous les trois dans une grande plaine de Mongolie et ils en ont vraiment assez parce qu'ils n'ont rien à manger. Depuis le temps qu'ils sont là, ils trouvent quelques petits brins d'herbe et de plantes à brouter, quelques petits animaux, mais ils mangent vraiment pas à leur faim. Et Corbeau, qui lui a des ailes et peut voler plus loin, leur raconte plus loin, là-bas, au-delà des montagnes, il y a des steppes avec de l'herbe, avec plein de nourriture. Alors, onagre et loup, ça les fait rêver. Mais c'est beaucoup trop loin. Et Corbeau, il n'arrête pas de leur raconter ça. Et loup, il a quand même très envie d'y aller quand même. Et puis, ils peuvent pas y aller, ils ont peur d'y aller. D'abord parce que c'est très loin. Et puis surtout, parce que là-bas, dans les steppes, il y a des humains. Et les humains, ça peut être dangereux. Mais loup, il se dit, bon, moi, je suis rapide. Je risque pas grand-chose. C'est surtout onagre qui risque. Mais si on va là-bas et qu'il y a un humain qui le chasse, d'abord on sera plus que 2, donc ça sera plus facile de trouver de la nourriture. Et puis moi, je pourrais peut-être grappiller un petit peu de nourriture sur la carcasse d'onagre si l'humain mange pas tout. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et ça mûrit dans sa tête peu à peu. Et à chaque fois que Corbeau raconte des histoires de steppe, Loup dit « Oh, ce serait bien qu'on y aille, ah oui, on y va !» Tellement qu'au bout d'un moment, Onagre dit « Ah d'accord !» Et il décide d'y aller. Et les voilà partis. Ils marchent longtemps, très longtemps. Ils arrivent au pied des montagnes. Ils marchent encore dans les montagnes. Ils redescendent et ils arrivent dans les steppes. Alors effectivement, ils voient des campements de loin en loin, des yourtes avec des nomades, mais ils voient surtout beaucoup de nourriture qu'ils mangent. Et puis, ils reprennent leur route, ils marchent, ils ne savent pas trop où aller, mais ils vont un petit peu selon leur envie. Corbeau est parti un petit peu plus loin, survoler, voir où sont les humains. Et Loup n'arrête pas de se dire « Mais les humains, ils font des pièges. Oh, ce serait bien qu'Onagre tombe dans un piège. » Et à force de penser ça, ça arrive. Onagre tombe dans un trou. « Hé, Loup, t'es là on est amis, hein. Tu vas m'aider à sortir de là, hein ?» Ah oui, bien sûr, on est amis. Et je vais te donner un conseil pour sortir. Tu sais, tu es très fort, Onagre. Et tu vas t'en sortir tout seul. Il suffit que tu sautes. T'as une sacrée détente. Tu peux très bien sauter et te sortir du piège tout seul. Ah, tu crois ? Ah oui. Alors, c'est ce que fait Onagre. Il fait confiance à Loup et il se met à sauter. Il saute tellement que il commence à avoir un peu mal aux chevilles et puis surtout, il commence à s'épuiser. Chaque fois qu'il saute, il atteint pas le trou. Il essaie d'avoir de la détente encore plus, mais en fait, il se sent de plus en plus fatigué. Pendant ce temps-là, Loup est allé se cacher dans un buisson, pas très loin. Corbeau, lui, arrive et il aperçoit Onagre au fond du trou qui saute comme un fou.
Mais qu'est-ce que tu fais là, sauter ? C'est Lou qui m'a dit que j'avais une sacrée détente et que je pouvais me libérer tout seul, alors je saute. Ouais, tu vas commencer par t'arrêter de sauter, parce que tu vas t'épuiser, et à mon avis, c'est pas comme ça que tu vas sortir du trou. Ah bon ? Mais Lou a dit, oui, mais arrête-toi de sauter et écoute-moi. Là, tu vas t'épuiser, tu vas te casser une cheville et c'est le meilleur moyen de mourir. Alors là, Onagre, il s'arrête parce que ça lui a fait peur tout d'un coup. Et il écoute Corbeau. Et Corbeau lui dit, moi, je vais te donner un autre conseil. Après, tu suivras celui que tu veux, mais moi, je serai toi, je m'allongerai, je ferai le mort, j'attendrai un chasseur. Et il y a un chasseur qui va bien finir par arriver, qui va croire que t'es mort, il va te sortir du trou, et tu vas profiter de l'effet de surprise pour t'enfuir. Ah, merci Corbeau. Ouais, c'est pas bête ça. Et en réfléchissant, Onagre, il trouve que le conseil du Corbeau est bien plus avisé que celui du loup. D'abord, c'est beaucoup moins fatigant. Et puis, c'est ce qu'il fait. Il s'allonge, il se met sur le dos, il fait les yeux révulsés. Et c'est très bien, parce que comme ça, il peut se reposer. Il sent son cœur qui ralentit petit à petit, parce qu'il se rend compte qu'il était vraiment en train de s'épuiser. Corbeau, il prend son envol. Et il va volter au-dessus d'une yourte. Il fait le tour de la yourte en appelant, en criant. Et les chasseurs qui, à cette époque-là, ils connaissaient encore les cris des animaux et le langage des animaux, il comprend que ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le trou, dans son piège. Alors, il prend son arc et il va voir dans son piège. Pendant ce temps-là, le loup, dans son buisson, il sent plus les vibrations de la terre que Onagre occasionnait en sautant là comme un fou. Et il se dit, oh, mais ça se trouve, s'il a arrêté de sauter, c'est qu'il est peut-être mort. Alors tout doucement, il va voir. Mais il est même pas arrivé au piège qu'il voit arriver l'humain. Alors, il retourne se cacher dans son buisson, parce qu'il a quand même très très peur des humains aussi, on ne sait jamais. L'humain, il regarde dans son piège, il est super content, un onagre, là c'est vraiment bien. Donc il descend, il attrape l'onagre, il remonte, parce que lui il a une technique d'humain pour sortir du piège. Et puis, comme il est mort, il le pose à côté de lui, et il ouvre sa blague à tabac et il respire son tabac en regardant le soleil qui brille sur la steppe. Oui, mais Onagre, il n'était pas vraiment mort. Il profite de ce moment-là pour sauter sur ses pattes et filer. Alors l'humain, qui est vif quand même, attrape son arc et hop, il décoche une flèche. Mais Onagre, il avait pris soin de courir en faisant le tour d'un petit buisson qui se trouvait là. Et la flèche n'atteint pas Onagre. Mais par contre, elle atteint le loup, en pleine tête. Qui sème le vent récolte la tempête. Et la moralité de cette histoire, c'est que il ne faut pas essayer d'en raconter aux herbivores. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils savent s'entourer et prennent les bons conseils. Bravo, merci. C'est marrant, on a deux histoires, deux destins différents pour un âne. Un peu plus triste et un peu plus... ça va. Ok, on enchaîne sur un autre conte. Oui, je vous emmène à nouveau dans la forêt de Zhuangshu.
Et comme vous le savez déjà, dans la forêt de Zwingshu, le tigre règne en maître. Et qui n'est pas en train de travailler quand il croise le tigre, eh bien, finit dans son estomac. Ça, vous le savez déjà. Eh bien, un jour, le tigre croise un animal un peu oisif au milieu du chemin qui est là installé à dormir, blotti contre... il est tout enroulé sur lui-même en fait, avec une grande queue qui vient le réchauffer à faire la sieste. Or, Tigre n'a jamais vu personne encore dans sa forêt à lui faire la sieste de la sorte. Il le réveille, le pauvre petit animal sursaute, sa queue se déploie. Ah, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Je ne suis pas d'ici, je ne vous connais pas. Non, vous ne me connaissez pas, mais vous allez vite apprendre à me connaître. Je suis le roi ici, et personne ne fait la sieste dans mon royaume. Hein? Comment ça? Comment ça? Ah, mais vous savez, le renard prend quelques secondes pour réfléchir, et une idée lui vient. Il regarde le tigre et lui dit « Ah, mais si je me permets de faire la sieste de la sorte, c'est que moi aussi, je suis très fort. Je suis tellement fort que j'effraie tout le monde. Vous n'avez qu'à me suivre pour vous en rendre compte. » Alors c'est ce que le tigre fait. Et voilà que le renard marche sur le chemin, le tigre le suit, et chaque fois qu'il croise un animal, eh bien l'animal s'enfuit à toute allure. Si bien que le tigre finit par croire ce que le renard lui a dit. Que le renard était un animal très très fort, aussi fort que lui d'ailleurs. Mais vous avez bien compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas le renard qui effraie tous les animaux de la forêt, c'est bien le tigre. Alors, le renard continue comme ça encore pendant une centaine de mètres. Et puis, soudain, il dit adieu au tigre et continue sa route en courant. Et celui-là ne finira pas dans la gueule du tigre. Il est plus malin. C'est ça. Merci. On en aura encore une avec le tigre? Une troisième après? Peut-être pas. Peut-être pas. Ça marche. Juliette, à toi. Ouais, moi je vais continuer avec un renard aussi. Et encore un loup. Et là, c'est l'histoire de loup et de renard qui sont dans une forêt et qui, encore une fois, ont faim. Ils ont très faim, il n'y a plus beaucoup d'animaux à manger, plus beaucoup de plantes, et ils en ont un petit peu assez de chasser aussi, et voler dans les fermes, c'est un peu risqué. Et ils essaient de trouver une solution. Et un jour, Renard revient avec un petit sachet de petites choses dorées. Lou, regarde, c'est un paysan qui me l'a donné. Enfin, donné, oui, on peut dire qu'il me l'a donné. Regarde. Bon, c'est quoi? Mais c'est des graines. C'est des graines et on les plante. Et ça va donner à manger. Oh, on fait ça tout de suite. Et effectivement. Ils vont faire ça tout de suite. Alors, avant de les planter, il faut défricher un petit coin de la forêt. Donc, ils se mettent au travail. Ils défrichent un petit coin. Ils retournent la terre et ils plantent les grains de blé. Parce que vous les aviez reconnus, c'était des grains de blé. Et ils s'installent
sur le coin de leur champ, comme ça, et ils regardent pousser. Bon, ça met du temps, mais ça pousse. Au fil des jours, il y a des petites pousses vertes qui sortent de terre et qui grandissent. Et puis, ça pousse de plus en plus. Oh, loup et renard, ils sont vraiment super contents. Ils regardent ça, ils sont impatients. Mais bon, il faut de la patience pour l'agriculture. Et un jour, qu'ils sont en train d'observer leur blé pousser, Loup demande à Renard, mais dis-moi, je me demandais, on va se les partager comment ? Comment est-ce qu'on va se partager notre blé ? Je sais pas, Loup, t'as une idée ? Oui, moi j'y ai beaucoup réfléchi et peut-être il y en a un qui peut prendre le dessus et l'autre le dessous de la plante. Renard regarde Loup un peu étonné. Oui, mais qui prend le dessus, qui prend le dessous ? Oh bah, je sais pas. Choisis toi, Renard. Moi, si j'ai à choisir, je prendrais bien le dessus de la plante. Oh, pas de problème, je me contenterai du bas. Bon. Renard est très surpris de la parole du loup, mais bon, puisque c'est lui qui a proposé, hein. Et les jours passent, le blé grandit, se forme, mûrit. Oh, ça fait des belles tiges jaunes. Et il est temps de moissonner. Donc, comme prévu, Renard prend le haut de l'épi de blé et Renard, les tiges. Non, Renard le haut d'épi de blé, excusez-moi, et Loup les tiges. Bon, il se rend bien vite compte que c'est pas très très bon à manger et que c'est Renard qui a quand même eu la part belle. Mais bon, c'est comme ça que ça a été décidé et puis voilà. L'année d'après, Renard arrive avec autre chose. Hé, Loup, regarde ! C'est des pommes de terre. Oh, super, on les plante, allez. Il prépare le champ, il plante les pommes de terre et il les regarde pousser. Ah, c'est bien, ça pousse. Dis, Renard, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, hein. C'est moi qui choisis en premier, hein. Si tu veux, vas-y, choisis, dit Renard. Cette fois-ci, moi, je prends le haut de la plante, hein. Renard regarde Loup et lui dit, si tu veux, je me contenterai du bas. Les pommes de terre poussent, ça fleurit. Les fleurs fanent, il est temps de les ramasser. Le loup se précipite sur les fans. Et le renard, il se contente des tubercules. Merci. Toujours trop malin ce renard. Et on continue avec Julie. Oui, et on va rester en Chine. Ok. Et il y a fort longtemps, en Chine, chaque région vouait, on va dire, une vocation à un esprit. Et cet esprit était souvent l'animal, en fait, qu'ils connaissaient de leur région. Donc c'est comme ça que les pêcheurs de la côte vouaient une grande vocation pour l'esprit du poisson. Et il y avait les chasseurs des plaines qui, eux, vouaient une grande vocation au tigre, justement.
Et puis, les montagnards, eux, c'est pour l'aigle qu'ils avaient une grande dévotion. Il y avait ceux qui travaillaient dans les rizières, et eux, c'était le buffle qu'ils saluaient comme leur animal fétiche. Puisque le buffle est courageux, fort, et puis il les aide tous les jours, quoi, dans leur travail de tous les jours. Il y avait aussi, parce que la Chine c'est grand, hein, donc dans la Chine il y a aussi des steppes, et ceux qui habitaient la steppe, eh bien c'était le cheval, qui était pour eux l'animal le plus courageux, le plus vaillant, libre comme l'air, enfin rapide comme l'éclair. Mais voilà, donc chacun avait son animal fétiche, et chacun se croyait plus fort que les autres, puisque les uns étaient protégés par le cheval, l'autre par le poisson, d'autres par l'aigle, et donc ils se faisaient la guerre. Ils se faisaient la guerre pour prouver que, bien oui, c'est le cheval qui est bien le plus fort, c'est le tigre qui est le plus fort, non, c'est le poisson, non, c'est pas le poisson, c'est l'aigle. Et un jour, les enfants en ont eu marre que leurs parents se fassent la guerre, et ils ont décidé de créer un nouvel animal. Donc ils ont pris le corps du cheval, ils y ont mis des écailles, les écailles du poisson, ils ont pris les pattes de l'aigle, ils les ont mis à la place des pattes du cheval. Ensuite, ils ont pris la tête du cheval sur laquelle ils ont mis les cornes de buffle. Et sur le dos du cheval, ils ont mis les ailes de l'aigle. Et comme ça, un nouvel animal est né. Et devinez quel nom ils lui ont donné. Oula, je sais pas. Dragon, peut-être. Exactement, ils lui ont donné le nom de dragon. Et depuis ce temps-là, eh bien, en Chine, on ne se fait plus la guerre. Et depuis ce temps-là, eh bien, chaque année, pour le Nouvel An, on fête la paix, et c'est le dragon qui est mis à l'honneur. Waouh, c'est super, super beau comme légende ça. Comme conte. C'est du coup, c'est tiré vraiment de l'histoire du dragon de Chine. C'est Ça, un peu, c'est- une histoire traditionnelle chinoise, voilà, parmi d'autres. Merci beaucoup. T'as un autre conte pour nous, Juliette? Super. Là, on va sortir de Chine et aller dans un endroit un peu inconnu. Enfin, ça peut être en Chine aussi, d'ailleurs, mais ça se passe dans une ferme. Et dans cette ferme, il y a un coq. Ce coq, ça fait longtemps, très longtemps, qu'il réveille tous les occupants de la ferme, tous les matins. Au lever du soleil, pile, il sort et il lance son grand cocorico pour réveiller tout le monde. Il fait ça tous les matins, vraiment d'une ponctualité. Et il a plaisir à faire ça. Mais ça fait très longtemps. Il commence à avoir quelques petites plumes décolorées sur la tête, et peut-être que son chant est un petit peu plus enrayé de jour en jour. Et surtout, il commence vraiment à s'inquiéter parce que ça fait quelques jours là que dans la basse-cour est arrivé un autre coq, un petit jeune. Un petit jeune qui est pas vraiment ponctuel, lui. Hein. Heureusement qu'il est là encore pour lancer son cocorico pile au lever du soleil. Mais ce petit jeune lui fait peur parce qu'il sent qu'il va le remplacer. Et s'il est remplacé, lui, il va servir à rien. Enfin, plutôt, il sent bien qui risque de servir peut-être de poule au pot ou de poulet du dimanche. Et ça, il n'a pas très très envie, notre coq.
Alors, un jour, juste après avoir lancé son cocorico matinal, eh ben, il décide de s'en aller. Au moins, la basse-cour a un coq de rechange. Ils seront réveillés, on ne sait pas trop à quelle heure, mais bon, voilà. Et lui, il ne sera pas mangé. Alors il part. Il part, c'est la découverte, hein, parce qu'il n'était jamais sorti de sa basse-cour. Hein. Donc, il marche sur le chemin, il marche. Et juste avant d'arriver dans une grande forêt, sur une pierre, il voit un chat. Un chat qui est en train de se lécher au soleil. Hey, bonjour chat. Miaou. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, je m'en vais parce que là, je suis devenue trop vieux et je sens qu'on m'a remplacée. Donc, j'ai quitté ma ferme et je vais sur les chemins. Moi aussi. Miaou. Je peux venir avec toi? Oh, bah oui, on sera mieux, plus fort à deux. Et voilà le coq et le chat qui poursuivent leur chemin. Ils entrent dans la forêt et un peu plus loin, ils entendent un bruit étrange. Et là, ils voient un animal tout blanc, tout moutonneux. Forcément, parce que c'est un mouton. Un vieux mouton dont la laine n'est plus tout à fait blanche. C'est pour ça que ses maîtres n'ont plus voulu de lui non plus. Et il s'est retrouvé comme ça à errer dans la forêt. Et c'est ce qu'il explique à Coq et à Chat. Et Coq et Chat lui proposent de venir avec eux. Oh oui, je veux bien. J'ai un peu peur tout seul. Et voilà Coq, Chat et Mouton qui continuent leur chemin, tous les trois. La journée est bien avancée déjà, et la nuit commence à tomber. Et ils sont en train de se dire que ce serait peut-être pas mal qu'ils se trouvent un abri quand ils aperçoivent au loin dans une clairière une maison. Une maison qui est toute illuminée. Et à l'intérieur, ils voient des loups. Des loups qui sont apparemment en train de faire la fête. 3 loups qui chantent et qui dansent. Alors, ils n'osent pas frapper à la porte, forcément. Mais Chat et Coq se perchent sur le toit. Et sur le toit, il y avait une peau de sanglier que les loups avaient mise à sécher là pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et de la fumée sort par la cheminée. Alors, Chat et Coq se regardent, ils attrapent la peau de sanglier et la jettent dans la cheminée. On entend des hurlements de loups et ça fait une fumée terrible dans la maison. Et les loups qui ont très 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 peur parce qu'ils ont cru que le sanglier était revenu à la vie ou que son fantôme venait se venger ou on ne sait pas trop ce qu'ils ont cru en fait, mais en tout cas ils se sont enfuis loin en laissant leur maison. Chat et Coq sont redescendus du toit, ils ont rejoint le mouton qui s'était caché derrière un buisson et ils ont attendu. Et puis, les loups revenaient pas. Alors, ils sont rentrés dans la maison. Ils se
serait plus au chaud dans la maison. Ils ont éteint toutes les lumières, parce que l'économie d'énergie, les loups, ils ne connaissent pas. Et ils se sont installés pour dormir. Le coq, il a pris place sur une étagère. Le chat, comme tout bon chat qui se respecte, à côté de la cheminée. Et le mouton, il s'est installé un petit coussin à côté de la porte. Les loups, pendant ce temps-là, dans la forêt, ils se disputent. Parce que le plus jeune des loups est persuadé que ses aînés sont vraiment des trouillards et que c'est rien. En fait, ils ont juste eu peur, la peau, on ne sait pas comment elle est atterrie dans la cheminée, un coup de vent et je pouffe, et puis en fait, il n'y a rien. Parce que les fantômes, ça n'existe pas. Mais les aînés, ils veulent absolument pas retourner dans la maison. Alors, pour leur prouver qu'ils ont tort, le jeune loup, il va. En plus, on n'entend rien. On n'entend plus rien. Ils se sont rapprochés, ils sont à la lisière de la clairière. Là, la maison est toute noire et on n'entend rien dans la maison. Il ne peut pas y avoir quelqu'un, c'est pas possible. Donc, le jeune loup, il ouvre la porte et il rentre dans la maison. Et il a faim. Donc, il se rapproche de l'étagère qui leur sert de garde-manger. Attention, avec mes faucilles, je peux te couper la tête. Et il sent un truc pointu et coupant là, contre son cou. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, il s'éloigne de l'étagère et il passe devant la cheminée. Avec mes aiguilles, je vais te crever les yeux. Et il sent comme des trucs pointus là qui lui transpercent les vêtements. Oh là 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 là. Alors il se dirige vers la porte. Il a vraiment très 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 peur, notre loup, et il commence à se dire que oui, il aurait dû écouter ses aînés en fait. Il traverse la pièce, il arrive devant la porte, il ouvre la porte et là il a même pas le temps de faire un pas pour franchir que il reçoit un énorme coup dans le derrière qui l'envoie voltiger loin, 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 loin au pied de ses frères qui sont à la lisière du bois. Et là, il leur dit « Ah oui, vous aviez raison, cette maison, elle, je sais pas ce qu'il y a, elle est hantée, il y a plein d'humains, il y avait un moissonneur avec ses faucilles, là, il m'a menacé de me couper la tête. Il y avait un couturier avec ses aiguilles, il m'a menacé de me crever les yeux. Et puis, il y avait un tonnelier qui m'a donné un coup de marteau qui m'a fait atterrir là. Vous aviez raison, fuyons vite !» Et voilà les loups qui partent à toute allure dans la forêt. Ils ont tellement couru que là, je crois qu'ils courent encore. Merci beaucoup. Les loups, ils sont comment dire, ils sont pas si malins que ça au final. Mais ils veulent piéger. Dans les contes, ils prennent cher, les loups en général. En tout cas, très bonnes imitations pour le petit chat et le mouton qui mange. Merci. Il nous reste au moins 20 minutes. 20 minutes, donc on peut peut-être faire un conte chacun encore. Ouais, ça marche. Ok, top. Alors, tu parlais de coq. Ça m'a fait venir l'idée du conte suivant. Eh bien, il y a un mur. D'un côté du mur, un jardin et une maison. Et de l'autre côté, un autre jardin et une autre maison. Et il se trouve qu'une poule a pondu sur le mur. Oui, mais la fermière de la maison de droite dit que c'est son œuf. Et la fermière de la maison de gauche dit que c'est son œuf. Alors, elle décide de couper l'œuf en deux. Il y en a une qui met sa moitié à cuire et l'autre qui attend que moitié de poulet naisse.
Et quand il apparaît, celui-là, il a une drôle d'allure. Il a un bec un peu biscornu, il a qu'une seule aile et une patte. Et tous les autres, eh bien, se moquent tout le temps de lui. Si bien qu'il passe ses journées caché derrière le tas de fumier. Et un jour, en grattant la terre derrière le tas de fumier, il retrouve une pièce d'or. Oh, il est tellement content. Il attrape la pièce d'or avec son bec, enfin avec ce qu'on peut appeler un bec. Et là, il trottine sur une patte jusqu'à la maison pour la donner à la fermière. Mais il n'a pas le temps d'arriver devant la porte de chez sa fermière que le roi passe par là. Et le roi, quand il voit la pièce d'or dans le bec de moitié de poulet, eh ben, il sourit. Et le roi attrape la pièce d'or, l'arrache du bec de moitié de poulet et la met dans sa poche. Et le roi repart. Oh, moitié de poulet, moitié de poulet. Et ben, il se retourne sur sa patte et il saute d'un côté et il saute de l'autre. Et là, avec sa petite aile, il se dit: ah non, 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 je ne suis pas d'accord, je vais la chercher, ma pièce d'or. Et le voilà qui part sur le chemin. Moitié de poulet sur le chemin, c'est qu'il la veut, sa pièce d'or. Alors il avance vite, très vite, même s'il a qu'une patte, eh bien, il saute, il saute, il saute et il avance. Et là, sur le chemin, il croise Renard. Oh, mais comme tu vas vite aujourd'hui, dis donc. Oh, tu vas comme ça. Eh bien, je vais chez le roi récupérer ce qu'il me doit. Oh, je viens avec toi. Ah. Mais c'est que moitié de poulet, il saute, il saute, il saute, et il va beaucoup trop vite pour le renard. Renard, moitié de poulet, attends-moi, tu vas bien trop vite. Oh, mais c'est que moitié de poulet n'a pas le temps d'attendre. Alors, il regarde le renard et lui dit comme ça: voilà ce qu'on va faire. Je vais ouvrir mon gosier et mon bec le plus grand que je peux, et tu vas te faire tout petit et tu vas te faufiler à l'intérieur et comme ça je te porterai. Et ben c'est ce qu'ils font. Moitié de poulet ouvre son bec un peu biscornu le plus grand qu'il peut, renard se fait le plus petit qu'il peut et hop il se faufile à l'intérieur et puis moitié de poulet reprend son chemin. Mais c'est que moitié de poulet n'a pas le temps, il sautille vite avec sa petite patte là et il continue son chemin. Et là, en chemin, il croise le loup. Ah ah ah, moitié de poulet, mais où tu vas comme ça? Tu m'as l'air bien pressé ce matin. Eh bien, je vais chez le roi récupérer ce qu'il me doit. Oh, bah, je viens avec toi. Ah oui, oui, je viens avec toi. Allez, on y va! Et moitié de poulet se remet en chemin. Et avec sa patte, eh bien qu'il n'a qu'une patte, eh bien, moitié de poulet avance vraiment, mais vraiment, vraiment vite. Et le loup n'arrive pas à le suivre. Eh, attends-moi donc! Attends-moi, quoi! Moitié de poulet se retourne, le regarde et lui dit comme ça: mais j'ai pas que ça à faire, moi. Alors, voilà. Je vais ouvrir mon gosier et mon bec le plus grand que je peux et tu vas te faire tout petit, tu vas te faufiler à l'intérieur. Et bah, c'est ce qu'ils font. Le loup arrive à se faire, mais vraiment tout petit, et à se faufiler à l'intérieur. Et moitié de poulet repart. En chemin, il traverse une rivière, et la rivière demande à moitié de poulet: oh là là, mais dis donc là, oh là, mais comme tu m'as l'air bien pressé, mais où tu vas comme ça? Eh bien, je vais chez le roi récupérer ce qu'il me doit. Oh là, eh bien moi je te suivrai bien, allez, je t'accompagne sur le chemin. Mais moitié de poulet avance bien trop vite, même s'il sautille que sur une seule patte, il est trop rapide pour Madame la Rivière qui n'arrive pas à le suivre. Ah là là, moitié de poulet, attends-moi. Oh, j'ai pas que ça à faire moi, hein. Alors voilà ce qu'on va faire, je vais ouvrir mon bec le plus grand que je peux, et puis tu vas te faufiler à l'intérieur. Et c'est ce qu'ils font. Et gloups, et gloups, et gloups.
Et bientôt, Moitié de Poulet aperçoit le château du roi là-bas au loin. Il prend un petit temps pour se reposer parce que avant d'arriver au château, c'est que ça monte. Et la côte est raide. Il s'assoit donc sur le bord du chemin, près d'un arbre, à l'ombre d'un arbre. Et là, il entend autour de lui bzzz, 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 bzzz. Bzzz, Moitié de Poulet, bzzz, mais où vas-tu bzzz, comme ça bzzz, j'en viens avec toi, bzzz, tu vas où bzzz, tu nous conduis. Je vais chez le roi récupérer ce qu'il me doit. Et voilà que Moitié de Poulet, accompagné des abeilles, commence à monter la côte. Et même si elle est raide, et même si Moitié de Poulet n'a qu'une patte, eh bien, c'est qu'il va bien trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez deviné, il ouvre son bec et bzzz, et bzzz, et bzzz, et voilà. Et Moitié de Poulet arrive devant la porte du château, il toque à la porte bien fort. Ouvrez-moi! Un garde ouvre la porte. Et les yeux un peu écarquillés, regarde ce drôle d'animal sur une patte avec une seule aile, un bec biscornu. Je veux voir le roi récupérer ce qu'il me doit. Alors on le conduit au roi, et là le roi le regarde à peine, et répond au garde, oh, envoyez-moi ça au poulailler, que les poules n'en fassent qu'une bouchée. On le jette dans le poulailler, et là... un coup de bec par-ci, un coup de bec par-là, un coup de bec par-ci, un coup de bec par-là. Oh là 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 là, Moitié de Poulet ouvre vite son bec à lui, biscornu, et il appelle à l'aide. Vite, vite, renard, viens vite m'aider. Le renard saute du bec de Moitié de Poulet. Quand les poules voient le renard, elles prennent peur et elles s'enfuient loin, très loin. Alors Moitié de Poulet retourne voir le garde. Je veux voir le roi, je veux récupérer ce qu'il me doit. Alors là, le roi rigole. Jetez-moi ça à la bergerie. On le jette à la bergerie, au milieu des chèvres et des moutons. Et là, un coup de patte par-ci, un coup de patte par-là. Oh là 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 là, Moitié de Poulet ouvre grand son bec biscornu et il appelle le loup à l'aide. Loup, loup, viens vite. Et le loup saute du gosier de Moitié de Poulet, mais c'est que quand les chèvres et les moutons voient le loup, ils prennent peur et ils s'enfuient loin, très loin. Moitié de Poulet retourne voir le roi, récupère. Je veux récupérer ce qu'il me doit, je veux ma pièce d'or, rendez-moi ma pièce d'or, monsieur le roi. Alors là, le roi le regarde avec un sourire et il ordonne au garde de le conduire en cuisine, qu'on le fasse cuire. On le met dans un grand plat, on ouvre un four, on glisse le plat dans le four. C'est que Moitié de Poulet commence à transpirer, il commence à griller. Alors il ouvre vite son bec, vite, vite, la rivière, viens m'aider, vite. Et la rivière, et hop, et gloups, et gloups, et gloups, et la rivière, eh bien, inonde le four, et le four s'arrête. Et Moitié de Poulet appelle les cuisinières. Les cuisinières, elles le regardent d'un drôle d'air, vraiment surprise. Elles l'attrapent. Elles le conduisent au roi. Et là, le roi... Alors là, encore lui, quoi? Encore toi, tu viens me déranger pour une pièce d'or, mais j'ai bien d'autres choses à faire, moi. Et là, il attrape Moitié de Poulet, il s'apprête à lui tordre le cou, et Moitié de Poulet ouvre son bec. Bzzzt, une abeille en sort, bzzzt, une autre abeille, et pique le roi par-ci, et pique le roi par-là, et pique le roi par-ci, et pique le roi par-là. Et là, le roi, il lâche Moitié de Poulet. Il n'en peut plus. Excédé, il crie au garde, rendez-lui sa pièce d'or. Et c'est comme ça que Moitié de Poulet repart avec sa pièce d'or, qu'il rentre à la ferme et qu'il donne sa pièce d'or à la fermière. Et depuis ce jour-là, on ne se moque plus jamais de lui. Super beau, merci, bravo.
Et puis une dernière, Juliette. Alors, moi, il va être question de roi aussi, mais un roi bien plus gentil que le roi qui a volé la pièce d'or de moitié de poulet. C'est un roi qui aime les jardins, qui aime la littérature, qui aime l'art. Il a un jardin magnifique avec des sculptures et ce qu'il aime plus que tout au monde, c'est aller se promener tous les jours dans son jardin et admirer les fleurs et les sentir. Et un jour, il approche son nez d'une rose. Mais il n'avait pas vu, dans la rose, il y a une toute petite abeille. Et la toute petite abeille, elle voit arriver sur elle un gros nez qui se rapproche, et elle a très 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 peur, la petite abeille. Elle se dit, mais il va m'écraser avec son gros nez. Alors c'est plus fort qu'elle. Elle sait qu'elle n'a pas trop le droit, mais elle sort son dard et pique. Elle pique le nez du roi. Alors, c'était au temps où les abeilles pouvaient piquer autant de fois qu'elles voulaient sans mourir. Je pense qu'on n'aura pas le temps de raconter comment est-ce que c'est arrivé que les abeilles meurent en piquant, mais en tout cas, ce temps-là a existé. Mais la petite abeille, elle avait piqué le nez du roi. Alors, c'était un roi qui avait beau aimer la littérature, les arts, les jardins, il était quand même un roi et ça ne se fait pas du tout de piquer le nez du roi. Surtout qu'une piqûre d'abeille, vous savez bien ce que ça fait. Ça fait gonfler, gonfler, gonfler. Et il avait un nez énorme, le roi. Et c'est pas possible, un roi avec un nez rouge et énorme. Le roi, il s'est mis dans une colère et il a demandé à vous voir la coupable. Mais qui m'a piqué le nez? Il est rentré chez lui parce qu'il n'était pas visible. Il s'est calfeutré à l'ombre de son palais et il a attendu qu'on lui amène la coupable. Alors, la reine des abeilles a réuni toutes ces abeilles et c'est la petite abeille qui est venue voir sa reine en disant « c'est moi ». Et elle a expliqué pourquoi elle avait piqué le nez du roi. Elle était désolée, mais elle avait eu très très peur. Alors, la reine des abeilles demande à voir le roi. Et elle emmène avec elle la petite abeille. Et la petite abeille s'excuse. Elle explique au roi et elle s'excuse. Elle lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Déguerpissez de ma vue. Je ne veux plus jamais voir d'abeilles dans mon jardin. Oh non, nous chassez pas. Je suis sûre que je pourrais peut-être vous être utile un jour. Non, je ne veux plus vous voir. Alors, les abeilles ont continué quand même à venir butiner les fleurs, mais dès que le roi apparaissait, elles se cachaient dans leur ruche et ne se montraient plus au roi. Le nez du roi a fini par guérir, il est ressorti dans son jardin, tout ça, et les abeilles se cachaient, et du temps a passé. Et un jour, la reine du pays voisin est venue rencontrer le roi. Notre roi trouvait que cette reine du pays voisin était bien belle. Et il l'avait invitée en se disant que peut-être ça serait bien de faire une alliance entre leurs deux royaumes. Secrètement, je pense que la reine, elle devait se dire la même chose. Mais elle était très fière, cette reine-là. Elle savait
que notre roi aimait les fleurs. Je vous ai apporté un bouquet de roses. Il n'y a qu'une vraie rose. Toutes les autres sont fausses. Est-ce que vous saurez trouver la vraie rose? Alors, le roi, il se dit, bah oui, bien sûr, c'est facile. Et il regarde toutes les roses, une à une. Et là, il se dit, ah ouais, en fait, non, ça va pas être si facile que ça, parce que elles ont l'air toutes véritables. Alors, il s'approche du bouquet et il les sent, une à une. Oh, mais elles ont tout un parfum de rose inimitable. Alors là, il commence à se dire, oh, en fait, comment je vais m'en sortir? Je vais jamais trouver la vraie rose. Et son regard est tout d'un coup attiré par la fenêtre. Et à la fenêtre, il y a une petite abeille qui passe et qui repasse. Oh, j'ai soudain très très chaud, dit le roi. Oh oui, très très chaud. Conseiller, pouvez-vous ouvrir la fenêtre? Alors, tout le monde, les conseillers, les serviteurs, s'approchent de la fenêtre et l'ouvrent. Et discrètement, voilà la petite abeille qui se faufile jusqu'au bouquet. Elle survole toutes les roses. Elle prend son temps et elle se pose dans une fleur. Alors, le roi la regarde. Il observe toutes les roses. Ma reine, je pense que la vraie rose, c'est celle-là. Et il prend la fleur où se cache la petite abeille et il l'attend à la reine. Et la reine, elle n'en croit pas ses yeux. Et elle se dit que oui, effectivement, on lui avait dit vrai. Ce roi s'y connaît vraiment en fleurs. L'histoire ne dit pas ce qui s'est passé pour notre roi et notre reine et les royaumes. Mais par contre, on sait que depuis ce jour, les abeilles ont pu volter dans le jardin aussi librement qu'elles le voulaient. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était super. Merci. Ouais, aussi, c'était chouette. Ouais. Merci. C'était vraiment bien. C'était super raccord en plus, d'âne en âne, de coq en demi-poulet, et après de roi en roi. Non, c'était voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère vous revoir bientôt. Et, merci du coup à nos auditeurs aussi. On espère qu'ils ont passé un bon moment avec nous trois, enfin surtout avec vous deux. Et puis on se retrouve pour de nouveaux contes bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.